L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur la panafricaine. Voici les titres de cette édition. Le programme de formation des agents au métier d'installation de la télévision numérique terrestre est lancé. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée ce samedi. Au Burkina Faso, les rideaux sont tombés ce vendredi sur la rencontre de l'OAS à Ouagadougou. Un des points clés de cette rencontre, c'est bien sûr la mobilisation générale face à l'épidémie d'Ebola dans l'espace CEDEAO. Et en sport, le verdict a été rendu ce samedi au siège de la CAF. Le Cameroun est retenu pour abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. La CAF annonce également un prix Fair Play qui porte le nom de Albert Ebossé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les travaux du Comité des programmes 2015 de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, se sont déroulés du 17 au 19 septembre dernier. La rencontre organisée annuellement par l'OAS rassemble les points focaux de l'institution ainsi que les directeurs nationaux de la santé des pays de la CEDEAO et le personnel cadre de l'OAS. Suivons donc ce reportage signé Aminata Mariko. Première étape du processus d'examen et d'approbation du budget programme annuel de l'Organisation ouest-africaine de la santé OOAS, la réunion du comité des programmes est une réunion technique au cours de laquelle le projet du programme de l'OOAS pour l'année à venir est soumis aux pays de la CEDEAO pour un examen approfondi sur la base des orientations du plan stratégique de l'institution et des besoins prioritaires des pays. Comme chaque année, nous tenons une réunion du comité de programme vers le mois de septembre pour faire d'abord le point des activités de 2014 pour évaluer un peu toutes les activités que nous avons pu faire, les réalisations au niveau régional mais également au niveau des pays en termes d'appui technique, d'appui financier, d'appui logistique. Et après cela, faire également une présentation des activités qui sont planifiées pour l'année 2015. Il s'agit particulièrement de la spécificité des programmes de l'année 2015 dont la mise en œuvre interviendra au début de l'évaluation du plan stratégique 2009-2013 et du plan intérimaire 2014-2015 de l'OAS. Surtout que la réunion de Ouagadougou se tient dans un contexte caractérisé par l'urgence de santé publique régionale et mondiale que constitue l'épidémie de la maladie à virus Ebola en cours dans l'espace CEDEAO. Nous avons également, lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue donc à Accra, fait une présentation globale sur la maladie Ebola dans la sous-région, les actions que nous avons menées et quelles sont un peu les perspectives. À l'époque, nous avions estimé qu'il fallait un budget de 15 millions de dollars à l'époque, parce que la situation a beaucoup évolué. Et sur cette base, les États de la CEDEAO ont lancé un appel à la communauté internationale pour que plus de fonds soient mobilisés en faveur des États. Dans l'espace CEDEAO, avant d'évoquer les perspectives, le directeur général de l'OAS et les délégués des pays ont fait le bilan des actions entreprises dans les pays de la CEDEAO en termes de prévention et de riposte et surtout d'appui aux pays affectés et non affectés. Nous sommes en train de faire la mise en œuvre des recommandations. Nous allons tenir très prochainement une réunion au niveau d'Accra avec tous les experts de la région pour voir comment mettre en œuvre ces recommandations, notamment l'ouverture effective des couloirs humanitaires, le redéploiement du personnel additionnel dans la sous-région et voir avec les pays comment prendre des dispositions au sein des pays pour que les équipes puissent se déplacer dans les zones les plus difficiles. La rencontre de Ouagadougou entre l'OAS et les représentants des pays de la CEDEAO a aussi permis de discuter de l'état de la mise en œuvre dans les pays de la déclaration d'Abuja qui préconise l'augmentation à 15% du budget alloué à la santé dans les pays de l'espace.
Au Mali, c'était cet après-midi le lancement à Bamako du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la télévision numérique terrestre. Un programme dénommé Elevate, initié par la société TNT Sata Africa ainsi que ses partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Moussa Mara et de plusieurs membres de son gouvernement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Santé Ebola à présent, nous sommes aujourd'hui au 3e jour de confinement de 3 jours en Sierra Leone. Des débuts difficiles selon les membres des équipes de soins d'urgence qui évoquent des problèmes de logistique sur le terrain ainsi que de nombreux appels téléphoniques. Au niveau du centre, les critiques sont toutefois nombreuses face à cette opération. Freetown ressemble à une ville fantôme. Les seuls autorisés à circuler, ce sont les policiers et les ambulanciers. Les habitants attendent la visite des équipes d'information. Elles distribuent des savons, expliquent comment éviter d'être infectés et pistent les éventuels malades. Ils sont en train de combattre Ebola et nous prions pour qu'il soit éradiqué. Nous prions. Le bilan de cette première journée de confinement est mitigé. Journée difficile avec une logistique lourde, une préparation insuffisante et énormément d'appels aux centres de soins qui ont du mal à faire face. Nos patrons devaient nous donner du matériel que nous n'avons pas eu et nous n'avons pas encore été répartis dans des groupes. Le président a tenté de rassurer et a félicité les Sierra-Léonais pour leur enthousiasme lors de cet exercice. Cette maladie est l'une des plus grandes tragédies qui a touché notre nation. Mais nous devons surmonter cette épreuve. Même si les habitants accueillent bien le personnel chargé de les informer, inquiétude et incompréhension règnent encore. Au départ, les informations que nous avons reçues étaient fausses. Ça nous a fait paniquer. Beaucoup de personnes ont fui. Ils nous ont donné du savon, mais le problème, c'est que certaines personnes ne l'ont pas accepté. Elles disaient que le savon était porteur d'Ebola. Face à l'épidémie, de plus en plus de personnes quittent la Sierra Leone. La Guinée voisine a fermé sa frontière ce samedi. Pour Human Rights Watch, cette opération est davantage un coup de pub qu'une réelle intervention sanitaire. En Tunisie, c'est cette information qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Monsef Marzouki sera candidat à la présidentielle de novembre prochain. Il vient d'annoncer sa candidature ce samedi pour un nouveau mandat. Le président sortant espère instaurer un régime démocratique stable dans le pays, près de 4 ans après la révolution, et donc il plaide pour une collaboration entre islamiques et laïque. Il faut dire que cette candidature ne fait pas l'unanimité au sein de la population tunisienne, comme je le disais tout à l'heure. Là, au Niger, la rentrée est bien effective et les restauratrices au niveau des établissements scolaires ont également effectué leur rentrée au même moment que les élèves. Certains établissements veillent au respect strict des règles d'hygiène afin de garantir aux élèves des repas sains et de bonne saveur. Sarki Aboubakar, Razak Abaché pour les détails. À peine la rentrée des classes entamée au niveau du secondaire, ces restauratrices renouent déjà avec l'affluence des élèves. Elles offrent diverses recettes à une jeunesse qui semble apprécier le contenu, surtout avant une journée de cours bien remplie. Ce que j'aime, c'est le dembou et bon, je le mange aussi comme ça, puisque à part ça, je ne vois pas ce que je peux manger. Et je l'aime aussi, c'est bon, elle le fait proprement et bon, c'est comme ça, tout le monde l'aime comme ça. D'autres mangent avant d'entrer en classe et d'autres aussi mangent à 10h30 comme ça. Quand tu as 1 heure de liberté, tu viens, tu manges. Les nourritures sont bien propres, il y a l'hygiène quoi, donc c'est bon. L'exercice de ce métier de restauratrice au sein des établissements scolaires est soumis au respect strict des normes d'hygiène. On demande, il y a donc un papier, c'est l'autorisation, donc les vendeuses passent signer ça, donc avant. Et après, je leur dis d'aller encore voir l'infirmière. Et l'infirmière leur donne des papiers pour aller faire les visites. Maintenant, si c'est bon, donc les femmes commencent à vendre. Et de temps en temps, l'infirmière vient contrôler si tout est fermé, si c'est propre. Hier même, j'ai fait une réunion à toutes les vendeuses.
avant de leur donner même le papier pour remplir. Donc nous contrôlons donc ce qu'ils amènent, si c'est propre, vraiment, avant que les élèves donc n'achètent. Même si certains établissements y apportent un regard particulier, difficile de savoir si c'est le cas dans tous les établissements scolaires. Surtout qu'au Niger, la plupart des élèves prennent leur petit déjeuner au sein de ces établissements. Direction Sénégal, à présent, la Médina fête 100 ans d'existence. Les fils de la localité comptent saisir l'occasion de ce centenaire pour réfléchir sur le devenir de ce vieux quartier devenu une commune d'arrondissement de plein exercice. Je vous propose donc un tour d'histoire de la Médina avec Mamadou Diaye et Bendambaye. 100 ans dans la vie d'un homme, c'est à la limite une bénédiction. Dans la vie d'un quartier, c'est plusieurs pages d'histoire. Le moment d'un bilan pour les pouvoirs publics dans la gestion de la cité. Depuis la mise en place de la mairie, d'arrondissement de la Médina en 1996, avec la politique de décentralisation de l'État, des initiatives ont été prises. Qui dit décentralisation, dit déconcentration des pouvoirs au niveau local. Il est vrai que dans le cadre d'une commune d'arrondissement en 1996, on n'avait pas les moyens conséquents pour pouvoir véritablement propulser un développement local efficient. Mais je crois qu'avec l'acte 3, aujourd'hui, la mairie a les coups des franches pour pouvoir véritablement s'inscrire dans une dynamique de développement à tous les niveaux dans la Médina. Le bilan, c'est aussi des réflexions pour se projeter dans l'avenir, des moments pour discuter des préoccupations auxquelles sont confrontés les habitants de la Médina, liées à leurs conditions de vie économiques et sociales. Nous comptons organiser un grand panel sur le développement local de la Médina. Parce qu'il faut vraiment, tenant compte de ce que c'est un quartier peuplé de plus de 250 000 habitants et qui connaît beaucoup de problèmes, manque d'espace vert, manque d'espace d'évolution pour les jeunes, manque de choses, tout ça, il nous faut vraiment réfléchir avec les autorités publiques comment faire pour appuyer les jeunes, appuyer les femmes, mais également accompagner les actions publiques, les pouvoirs publics dans leur action de gestion de ces grands problèmes qui se posent à... Un des problèmes qui était un des problèmes les plus récurrents, c'est la question de la voirie. L'équipe municipale a fait des efforts réels dans la question de la gestion de la voirie. L'équipe municipale a fait des efforts dans la question de l'école. Beaucoup d'investissements ont été faits dans le cadre de l'école. Mais notre véritable problème à l'heure actuelle, c'est la question de l'assainissement et la question de la restructuration de certains cadres, comme le marché, par exemple, d'Ilen. Médina, c'est aussi une terre de sport, ou plutôt elle en fut une, selon cet ancien international du football sénégalais, du reste habitant de la Médina. Il n'y a pratiquement pas d'aire de jeu. Le stade Iba Mar Diop, qui est un peu plus structuré, les jeunes de la Médina n'y ont pas accès. Donc il n'y a pas d'aire de jeu. Ce qui fait que les garçons, ils jouent dans la rue. Donc ils cherchent à dribbler les véhicules, les motos, les vélos. Bon, et voilà, donc il y a d'abord cette limite-là. Du point de vue des autres disciplines, c'est pareil. Ce sportif de haut niveau a porté des ambitions pour son pays dans le domaine du football. Aujourd'hui, il en porte dans le domaine social, dans la lutte contre la pauvreté urbaine. Je considère que nous devons nous organiser pour faire prendre en charge et faire prendre en charge par les populations elles-mêmes la grande partie de la lutte contre la pauvreté urbaine. Parce que de toute façon, si l'État doit faire son programme de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas à Dakar qu'il va le faire. C'est plutôt dans les régions. Je l'avais annoncé tout à l'heure, nous y sommes à présent. Et bien sûr, au Mali, lancement cet après-midi à Bamako du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la télévision numérique terrestre. Un programme dénommé Elevate, initié par la société TNT Sat Africa et ses partenaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Moussa Mara et de plusieurs membres de son gouvernement. Mahmoud Kabadiakite, Daouda Doumbia pour les détails. Le gouvernement malien mobilisé aux côtés de la société TNT Sat Africa et ses partenaires pour la migration vers le numérique prévue à partir de juin 2015. Après la journée d'information sur TNT Sat Africa, première plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara, cette cérémonie amorce le lancement des activités de la société. 5 ministres maliens, dont le chef du gouvernement, ont répondu présents à l'invitation pour le démarrage du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la TNT, un programme dénommé Elevate. Le numérique étant
tout un autre champ de domaine d'activité que l'analogique. Il nous faut pour cela former des jeunes Maliens sur tous les territoires nationaux à l'installation de ce nouveau métier. C'est pour cela qu'avec notre partenaire de SES, nous avons trouvé un accord qui a bien voulu nous accompagner à cette formation. Aujourd'hui, vous allez remettre des diplômes aux super formateurs qui nous viennent d'Afrique du Sud hier soir et aux agents déjà formés sur le terrain. Le programme Elevate, sur lequel je passerai rapidement, puisque M. Sidibé en a parlé, est une marque unique créée par SES pour justement renforcer ce partenariat. Notre rôle est aussi de faire en sorte que des gens puissent vivre de ce métier, transférer les connaissances de la meilleure façon possible et faire en sorte que ces installateurs auxquels on remettra les diplômes aujourd'hui puissent créer des structures qui soient pérennes. Elevate, qui permettra la création de 3000 emplois jeunes, réconforte les ministres de l'Emploi et de la Communication, car selon eux, ce programme vient en appui direct aux actions gouvernementales déjà en cours de création d'emplois. Le programme de formation Elevate, dont nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel, est d'une importance capitale pour notre pays. Il répond en effet parfaitement à la vision de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, qui a décidé de faire de la formation des ressources humaines un des piliers de notre développement. Ce programme permet en effet de réaliser déjà 3000 emplois sur les 200 000 promis par le président de la République. Programme de formation Elevate, la société TNT-SAT apporte une réponse locale adaptée à la problématique de ressources humaines qualifiées pour effectuer le passage au numérique. À l'issue de ce programme de formation, les opérateurs, l'État, les usagers disposeront de compétences au niveau national pour une assistance technique de qualité. Le Premier ministre Moussa Mara, pour sa part, qui voit en ce programme une opportunité, a assuré le groupe TNT-SAT Africa et à ses partenaires le soutien indéfectible du gouvernement malien. L'accompagnement de toutes les autorités nationales ne fera pas défaut. La disponibilité de toutes les autorités nationales sera de mise pour permettre à ce que cette initiative, mais aussi toutes celles qui pourraient lui ressembler, bénéficient des meilleurs concours possibles afin de prospérer. La présence ici de plusieurs membres du gouvernement illustre cette disponibilité et cette volonté d'accompagnement. La cérémonie qui a vu la démonstration d'une installation numérique s'est clôturée par la remise des attestations aux premiers agents formés au Mali et en Afrique du Sud. Et maintenant, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Burundi. Le gouvernement pose des contraintes supplémentaires à l'approche des élections générales de 2015, alors que la CENI, la commission électorale, a déjà décidé que les opposants ne seraient pas représentés au niveau provincial et communal. Le ministre de l'Intérieur ajoute qu'ils ne pourront pas faire campagne en dehors des 2 semaines imparties. Le Tchad a dénoncé ce vendredi le traitement discriminatoire réservé à ses troupes au Mali, accusant la mission de l'ONU MINUSMA de les utiliser comme boucliers après la mort de 10 de ses soldats en 3 semaines dans le nord du pays. En Afrique du Sud, la violence est en augmentation. C'est ce que montrent les statistiques de la police publiées le 19 septembre. Des statistiques sont publiées chaque année à cette époque et elles ne sont pas bonnes. Absolument tous les délits sont en hausse. Des défections de marque en Centrafrique. Plusieurs généraux décident de quitter la Seleka et de s'éloigner de Michel Doutoudja. Ils disent qu'ils sont en faveur de la réconciliation et pour l'unité du pays et attendent créer leur propre mouvement. Ils annoncent qu'ils vont se réunir rapidement dans la ville de Kaka Bandoro. Il s'agit notamment de 3 généraux, Al-Khatim, Ahmad Abdallah Fayyad et Ali Daras et du capitaine Ahmad Najab Ibrahim, jusqu'alors porte-parole du mouvement. Du sport pour poursuivre, les pays qui vont accueillir les prochaines compétitions africaines de football sont désormais connus. La CAF a annoncé les résultats ce samedi et c'est le Cameroun qui accueillera la prochaine édition de la CAN 2019. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte.
en 2021 et la Guinée en 2023. Alors que les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en janvier prochain au Maroc se jouent actuellement, la Confédération africaine de football a annoncé les pays organisateurs des éditions 2019 et 2021 ainsi que de 2023 ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. Le Cameroun accueillera la CAN en 2019, la Côte d'Ivoire en 2021 et la Guinée en 2023. Les deux premiers dossiers cités ont remporté les suffrages auprès des 14 membres de la commission permanente de la Confédération aux dépens de l'Algérie, la Guinée et la Zambie. Pour le Cameroun, les stades proposés sont notamment ceux de Bafoussam, de Douala, de Garoua, de Lembe et de Yaoundé à Olembe. À noter que le Cameroun n'a plus organisé une CAN depuis 1972. Quant à la Côte d'Ivoire, les stades proposés sont ceux d'Abidjan, de Bouaké, de Korogo et de San Pedro. L'Algérie et la Zambie étaient aussi candidates. Pour rappel, le pays hôte de l'édition 2017 sera déterminé dans quelques mois après le retrait de la Libye. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.